Et place au journal de l'Afrique de France 24. Bienvenue à tous, voici les titres. Qui pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf? Le Libéria est appelé aux urnes ce mardi. 20 candidats, 3 favoris. Patrick Fondio nous attend sur place. 8 ans de guerre et enfin un procès. 2300 membres présumés de Boko Haram ont comparé au Nigeria. Leurs exactions ont fait 20 000 morts et des millions de déplacés. Et puis en fin de journal, un marathon en plein désert, 100 km de course dans le sud de la Tunisie. Un bel effort et des paysages magnifiques. Voilà pour les titres. D'abord, cette dernière minute en Côte d'Ivoire, on apprend qu'un proche de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a été écroué. Il s'agit de Souleymane Kamaraté Koné. Une information judiciaire est ouverte contre lui pour complot contre l'autorité de l'État. Les précisions à Abidjan de Marie Demarque. On l'a appris en fin d'après-midi, Souleymane Kamaraté Koné a été écroué. La justice ivoirienne attend des explications. Après la découverte de 6 tonnes d'armes dans sa résidence privée en mai dernier, c'était à Bouaké, dans le centre du pays, en pleine mutinerie. Des fusils d'assaut, des munitions et même des lance-roquettes avaient été retrouvés. Et d'après les experts, ils étaient en état de fonctionnement. Alors Saul Toussault, c'est un personnage important en Côte d'Ivoire. Il est notamment responsable du protocole pour le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Guillaume Soro qui a immédiatement réagi pour prendre la défense de son ami. Il parle de Saul Toussault comme un homme fort qui saura rester digne. De son côté, le procureur de la République s'est aussi exprimé. Il dénonce un non-respect du devoir de désarmement dans un contexte politique tendu en Côte d'Ivoire entre d'un côté les partisans de Guillaume Soro et de l'autre les partisans d'Alassane Ouattara en vue de la présidentielle de 2020. Elle fut la première république d'Afrique noire. Le Libéria poursuit sur sa lancée. 20 candidats se présentent à la présidentielle. Le vote a lieu dans quelques heures. On retrouve à Monrovia notre envoyé spécial Patrick Fondio. Bonsoir Patrick. Le scrutin est très ouvert. Oui, et parmi les favoris, il y a bien évidemment George Weah, ex-gloire du football, aujourd'hui sénateur, qui en est à sa 3e candidature. Et pour être certain de remporter la bataille cette fois-ci, il a fait alliance avec une femme qui porte un nom qui fait frémir nombre de Libériens. C'est l'ex-femme de l'ex-président et ex-chef de guerre qui est peut-être en prison, mais qui garde une grosse influence sur la scène politique libérienne. Face à ce duo de choc, eh bien, l'homme du sérail, l'actuel vice-président Joseph Boakai, qui lui compte sur la machine électorale du parti au pouvoir pour l'emporter. 3e homme à surveiller, Charles Brumskin, un autre dinosaure de la scène politique, plutôt bien implanté, à moins que la surprise ne vienne de 2 milliardaires. L'un est surnommé le roi des télécoms, l'autre le roi du Coca-Cola. Vous le voyez, une affiche baroque pour un scrutin très incertain. Patrick, quel Libéria trouvera le prochain président? Quels sont les défis du pays? Disons plutôt que le pays est plutôt stable, connaît une paix relative, les institutions fonctionnent, la liberté d'expression est préservée. 2 points noirs, d'abord la justice et la réconciliation en panne depuis 14 ans, depuis la fin de la guerre civile. Et puis il y a l'économie, autre point noir, avec un taux de pauvreté toujours important, des inégalités assez criardes et puis cette corruption qui n'a pas été jugulée. Et puis sur la table du futur président, le traumatisme de l'après-Ebola qui continue à hanter le Libéria, comme nous le montre ce reportage de Jérôme Garot, Marie Demarque et Tristan Lepay. Ils ont survécu à Ebola. Mais même guéris, ils bataillent encore contre les rumeurs, la peur dans le regard des autres. Tony et Joseph vivent toujours avec le spectre de la maladie, comme une ombre qui les poursuit, dans l'hôpital de la Rédemption, où sont apparus les premiers cas d'Ebola à Monrovia. Quand j'ai survécu à Ebola et que je suis revenu au travail, tous mes collègues me fuyaient. On est tout le temps ensemble entre survivants. On mange ensemble, on se déplace ensemble. Et comme ça va mieux pour moi. Ces hommes ont frôlé la mort et perdu de nombreux proches. Plus de 4800 morts au Libéria, le pays au plus lourd bilan. Un traumatisme pour beaucoup de survivants. Dépression, isolement, suicide parfois. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les malades. Dans cet hôpital privé, des volontaires sont formés pour assister le personnel médical. La santé mentale au Libéria est devenue une priorité de l'ONG Médecins sans frontières. Il y a un psychiatre libérien dans tout le pays pour une population qui est déjà traumatisée, ou en tout cas extrêmement fragilisée par les 2 guerres civiles. Et là-dessus se surajoute cette terrible épidémie. Une société bouleversée jusque dans sa culture et ses croyances. Car le Libéria reste hanté par le souvenir des disparus. Ebola,
Deuil impossible. Dans ce cimetière nommé Disco Hill, ouvert dans l'urgence au pic de l'épidémie, plus de 700 tombes gardées par 7 hommes depuis 2014. Le site est tenu à l'écart des habitations et accueille des corps hautement contagieux. Au pire moment de la crise, les morts étaient brûlés dans un crématorium. Un traumatisme de plus pour le Libéria. Les os et les cendres ont été apportés ici et nous les avons placés là. Ce n'est pas notre culture. Avec la crémation, on ne peut se recueillir sur une tombe. Et ça, c'est très difficile. Des rescapés inconsolables, des cicatrices invisibles. 17 mois après la fin de l'épidémie, un pays toujours tourmenté par le repos en paix de ses morts. Nous partons à présent en République démocratique du Congo. Le Nord Kivu replonge dans l'horreur. Depuis 4 jours, un groupe armé d'origine ougandaise sème la terreur autour de la ville de Beni. Depuis vendredi, une vingtaine de civils sont portés disparus et ce lundi, 2 casques bleus ont été tués. Thomas Nicolon. L'attaque de ce lundi en territoire de Beni, dans l'est de la RDC, a été menée par le groupe rebelle ougandais des Forces démocratiques alliées, les ADF, selon la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. C'est donc une base de la MONUSCO qui a été attaquée à environ une trentaine de kilomètres de la ville de Beni. Depuis l'attaque, les casques bleus sont largement déployés sur le terrain, au sol, mais également dans les airs. Les ADF avaient été chassés de cette région par l'armée congolaise, appuyée par les casques bleus il y a quelques mois. Seulement, ces ADF semblent être de retour. Dimanche dernier, il y a eu des affrontements entre les miliciens et l'armée congolaise, mais également samedi, plusieurs civils ont été attaqués sur une portion de route dans le parc des Virunga par les ADF. Toujours une vingtaine de personnes portées disparues suite à cette attaque et certaines sources affirment que ces personnes ont été assassinés. Les ADF sont présents dans l'est de la RDC depuis le milieu des années 90. Ils seraient responsables de la mort de plus de 700 personnes depuis octobre 2014. Au Nigeria, l'horreur porte le nom de Boko Haram. On vous parle quasiment tous les jours de leurs exactions. On vous parle moins de justice et pour cause. Pour la première fois, un grand procès contre les membres présumés de la secte s'est ouvert ce lundi. 2300 accusés ont comparu à huis clos. Le Nigeria fait face à Boko Haram depuis 8 ans maintenant. La guerre a fait plus de 20 000 morts et 2 600 000 déplacés. Simon Harding. 8 ans d'extrême violence. Le groupe terroriste Boko Haram, formé au Nigeria en 2002, se radicalise progressivement avant de lancer une insurrection armée en 2009. En septembre 2010, les djihadistes font évader 105 de leurs membres de la prison de Bauchi. Cet épisode les radicalise un peu plus. Leurs cibles évolueront de simples commerçants à des stations de police, mais aussi au QG des Nations Unies à Abuja en 2011, où 23 personnes ont été tuées. En tout, 115 attaques cette année-là, ce qui pousse le président nigérian Goodluck Jonathan à déclarer un état d'urgence. Nous sommes tous au courant des dangers vis-à-vis de la sécurité causés par le groupe Boko Haram dans le pays. Ce qui a commencé comme une simple crise dans le nord du pays est maintenant une menace terroriste dans tout le territoire. L'armée nigériane est inefficace contre les djihadistes et rapidement Boko Haram se propage à l'étranger, notamment au Niger, au Tchad et dans le nord du Cameroun. En 2014, il capture plus de 200 lycéennes dans une école dans la région du Chibok. L'enlèvement suscite la colère du monde entier. Elle entraîne aussi un mouvement de solidarité pour le Nigeria. Moins d'une année plus tard, Boko Haram s'allie avec le groupe État islamique et devient sa branche officielle en Afrique. En 2015, l'ONG Global Terrorism Index place Boko Haram au premier rang des organisations terroristes les plus meurtrières au monde. Cette année-là, une coalition militaire de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest lance une offensive contre les terroristes, mais à ce jour, sont incapables de les neutraliser complètement. Le reste de l'actualité africaine. D'abord, l'enquête sur la mort du président rwandais Juvenal Habyarimana. Un juge français a retenu le témoignage d'un homme. Sa version corrobore les accusations contre le pouvoir actuel. L'attentat est considéré comme le point de départ du génocide des Tutsis. La visite de Jean-Yves Le Drian au Maroc, terrorisme, immigration et climat. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue tout à l'heure. On retrouve à Rabat Sarah Doublier.
C'est la première visite au Maroc de Jean-Yves Le Drian en tant que ministre des Affaires étrangères pour illustrer une fois de plus les termes d'une coopération que l'on dit exceptionnelle entre la France et le Maroc. Il s'est entretenu ce matin avec son homologue Nasser Bourita au sujet notamment de plusieurs thèmes de coopération. Une coopération résolument tournée vers l'Afrique depuis l'entrée cette année du Maroc au sein de l'Union africaine. Des sujets comme le terrorisme, la coopération sécuritaire mais aussi l'immigration clandestine ont été abordés. Ces initiatives communes que nous pouvons mener pour le développement africain, pour considérer que l'Afrique n'est pas un fardeau mais une chance, ce partenariat-là est le meilleur partenariat possible pour réguler les phénomènes migratoires. Après Jean-Yves Le Drian, ce sera au tour du Premier ministre français d'être attendu au Maroc durant le mois de novembre, accompagné d'une importante délégation. Jean-Yves Le Drian qui a par ailleurs annoncé la venue prochaine du président Macron, courant 2018, pour une visite d'État à l'invitation du roi Mohamed VI. 100 km en plein désert, le long du plus grand lac de sel du Sahara. La Tunisie a organisé le week-end dernier son premier ultra-trail. Ça s'est passé dans le sud du pays. Une bonne manière de promouvoir cette région boudée par les touristes. Sandro Lutens et Hamdit Lili ont couru pour nous. À 7h du matin, le désert tunisien se réveille à Anjmal. Et dans les décors de la guerre des étoiles, on aurait presque pu les prendre pour des touristes comme les autres. Mais ces athlètes s'apprêtent en fait à courir les 100 km du premier ultramarathon de Tunisie. Je suis là, c'est pas pour gagner, l'essentiel que je participe, départ et arrivée. Après, on verra. Je connais le marathon, je sais ce qui se passe jusqu'à 42 kills. Après, là, ce sera la découverte, c'est l'inconnu. Un saut dans l'inconnu et un défi de taille pour ces 58 coureurs, pour la plupart novices sur cette distance. 30 degrés sous un soleil implacable et un long chemin solitaire pour une littérale traversée du désert. 35 km à Malton, prochain CP 15 km, 50 km. Au checkpoint, les bénévoles distribuent de l'eau et des dates locales pour l'énergie, sous les encouragements du directeur de la course. Je trouve que c'est un pays qui est très très beau et qui n'est pas, la beauté de la Tunisie n'est pas bien marketée, n'est pas bien découverte. Je veux pas que les gens pensent que la Tunisie c'est que des plages. Regardez autour de vous, c'est fantastique. Entre les dunes de sable, le lac de sel et les oasis, certains n'hésitent pas à prendre une petite photo. Au bout de 8h48, c'est le grand espoir marocain Mohamed El Mourabiti qui franchit la ligne en premier. Derrière le champion, la souffrance a déjà provoqué les premiers abandons. Au total, 36 athlètes franchiront la ligne d'arrivée jusque tard dans la nuit. C'était extrêmement difficile. Je ne vous cache pas que dans ma tête, j'ai abandonné au moins 50 fois. Mon impression est extraordinaire. Je suis mort de fatigue. Mais j'y reviendrai si Dieu me prête vie. Parce que cette course est magnifique. Pour sa première édition, l'Ultra Mirage a lancé la fièvre du running en Tunisie. Prochain objectif, intégrer le parcours du World Tour d'ici l'année 2020. Magnifique. On finit avec la grande joie, que dis-je, l'explosion de joie des Égyptiens. Les Pharaons ont leur ticket pour le mondial de Russie. Ils ont battu le Congo dimanche 2-1 et ils peuvent remercier Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, auteur des 2 buts de la victoire. L'Égypte est la deuxième nation africaine qualifiée après le Nigeria. Rendez-vous donc l'été prochain. Voilà, et sur France 24, rendez-vous tout de suite avec Aude Le Christ pour le journal de 22h.